Laissez-moi vous raconter une histoire hallucinante. Je vais vous parler d'une fille qui faisait des millions de dollars, des millions de vues avec sa chaîne YouTube pour enfants et qui cachait un horrible secret. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, quand j'ai fait mes recherches, j'ai halluciné de voir à quel point il n'y avait rien. Rien du tout sur le sujet, en tout cas très très peu de choses. Les médias en parlent juste pas, les gens n'en parlent pas. Et c'est fou parce que c'est un énorme dossier, vraiment c'est une histoire de malade. Et vous allez vous faire votre idée par vous-même à la fin de la vidéo. Mais moi j'ai ma petite idée sur la raison pour laquelle les médias et le gouvernement n'en ont pas beaucoup parlé. Vous allez voir. Prenez un café, installez-vous et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'usine à enfants youtubeurs. Il y a un élément crucial qu'on ne peut pas négliger dans une enquête, c'est l'histoire de famille. Des fois, il y a des secrets qui sont cachés au cœur de nos racines et on ne connaît même pas leur existence. Imaginez si vous découvriez quelque part dans votre arbre généalogique qu'il y a une personne qui a joué un rôle clé dans un événement troublant ou même dans une histoire de crime célèbre. Eh bien, grâce à MyHéritage, c'est possible. C'est super simple. Alors tu rentres ton nom, celui de tes parents, les dates de naissance et c'est là que ça devient vraiment captivant. Le site va retracer toute ton histoire familiale et te trouver des tout nouveaux membres de ta famille. Moi j'ai pu retracer mon arbre généalogique et depuis que je suis inscrite, ça fait plusieurs mois maintenant que je suis inscrite et MyHéritage m'a trouvé plus de 150 membres de ma famille. 150. J'ai découvert que j'avais un arrière-grand-père compositeur, mais genre attention, une vraie star qui est dans le dictionnaire et tout. J'ai pu remonter jusqu'en 1770 où j'ai retrouvé mon arrière-grand-père du 18e siècle qui était fermier à Kerkrade. Je trouve ça tellement passionnant. J'ai aussi découvert que j'avais une branche plus noble, les deux Doncel, s'il vous plaît. Voilà, Romy de Doncel. Le site contient 28 milliards de documents historiques, alors c'est juste incroyable tout ce que tu peux découvrir. Je trouve ça tellement intéressant, tu peux découvrir tout ton historique familial et savoir d'où tu viens en fait. En plus de ça, à côté, ils ont des outils qui sont vraiment incroyables. Par exemple, il y a la recolorisation ou la restauration de photos, genre vos vieilles photos en noir et blanc. Ils ont aussi l'outil d'animation de photos qui est très cool. C'est tellement satisfaisant de redonner vie à nos photos qu'on a toujours vues statiques et on a l'habitude de ces photos-là et ça leur donne une seconde vie un peu. Si jamais vous voulez essayer, vous pouvez scanner ce code ou cliquer sur le lien en barre d'infos. Profitez-en, vous avez 14 jours gratuits avec ça. Et si jamais vous matchez avec une star, s'il y a une star dans votre famille, dites-le moi en commentaire. Ça va être une compétition de qui flex le plus. Voilà, merci beaucoup à MyHéritage, notre sponsor du jour pour cette vidéo. Et on repasse à la suite de notre histoire. Tout commence avec Machel. Machel naît en 1971 et on a assez peu d'informations sur sa petite enfance. Les premières informations qu'on a sur elle, c'est à partir du lycée. Et au lycée, elle est très populaire. C'est une fille qui a plein d'assurance, qui a confiance en elle, elle est plutôt jolie. Enfin bref, voilà, c'est une fille populaire. Et il y a ce garçon au lycée qui s'appelle Gino et qui est un nerd. C'est vraiment le gars à lunettes qui est dans ses cahiers et qui est pas très populaire lui. Et Gino, il a remarqué Machel. En même temps, qui ne remarque pas Machel? Elle est rayonnante, elle est vraiment... voilà, tout le monde la voit. Donc Gino a un petit crush sur elle, mais Machel l'a pas du tout remarqué, elle a fait sa vie. Bref, on va revenir sur cette histoire un peu plus tard. Machel quitte le lycée et là elle rencontre un homme, Hackney, avec qui elle se marie. Le temps passe et elle donne naissance à 2 enfants, Logan et Ryan. Et 1 an après la naissance de son 2e fils, elle a 21 ans à ce moment-là, ça va plus dans le couple et elle divorce. Et en fait, quand elle part seule. Elle laisse ses 2 fils avec le père. Il s'avère que c'est le père qui a eu la garde des enfants, c'est pas elle. Donc en fait, elle n'a pas eu le choix. C'est vraiment une décision de la justice. Et on ne sait pas exactement, j'ai fait mes recherches mais j'ai pas trouvé, on ne sait pas exactement pourquoi elle n'a pas eu la garde. Mais elle n'a pas eu la garde. Et donc, elle s'en va, elle commence à faire sa vie, mais ça tarde pas avant qu'elle rencontre un nouvel homme, Gino. Vous savez, le Gino du lycée qui avait flashé sur elle, le nerd. Et donc, elle renoue avec Gino. Et en fait, leur route se serait jamais croisée si c'était pas un ami commun qui avait arrangé la date. En fait, cet ami-là a vu que Gino était célibataire, Machel est célibataire, il les a réunis tous les deux. Et depuis toutes ces années, les choses ont bien changé pour Gino. Il est plus cet étudiant nerd
un peu effacé. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. En fait, il est rentré dans l'armée et il a vécu des trucs terribles et il a développé des syndromes post-traumatiques. Et ce qui s'est passé pour Gino quand il est rentré de l'armée, comme beaucoup d'autres hommes qui sont partis à l'armée qui ont eu des traumatismes comme lui, c'est qu'il s'est mis à boire. Mais il s'est aussi mis à prendre de la drogue, à faire des paris, à jouer. Enfin bref, il a eu beaucoup d'addictions. Et donc quand il re-rencontre Machel, eh bien, c'est la personne parfaite pour lui à ce moment-là. Déjà, quand il la voit, il est toujours autant sous le charme. Il trouve Machel incroyable, comme au premier jour. Et puis, ce qui fait qu'ils sont super compatibles tous les deux, c'est que Gino, il a besoin d'une femme qui le remette un peu dans les rangs, quoi, qui le fasse se remettre les pieds sur terre, qui le rassure, Et Machel, elle est comme ça, elle est hyper autoritaire, un peu contrôlante. Donc c'est la personnalité parfaite pour lui, il a besoin d'une femme qui le tienne un peu comme ça. Mais elle n'est pas seulement autoritaire et super carrée, elle est aussi charismatique, sûre d'elle, elle a du charme, elle sait comment parler aux gens, comment se faire aimer en fait. Donc ça marche super bien pour les deux. On ne sait pas exactement qu'est-ce que Machel a pensé de Gino pendant cette date, qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé d'avis sur lui, parce qu'au lycée, elle l'avait même pas remarqué, le Gino. Mais en tout cas, les deux se plaisent beaucoup et ils se mettent ensemble. Et ça se passe super bien pour les deux amoureux. Gino réussit à sortir de ses addictions, à se remettre sur le droit chemin grâce à Machel qui l'aide énormément. Et au bout d'un an, Machel tombe enceinte. Et la suite logique, c'est le mariage, alors Gino la demande en mariage. C'est vraiment un conte de fées, tout est merveilleux, et le jour du mariage arrive, et tout est formidable, il y a tous leurs amis, tout va bien, et ça devient l'enfer le lendemain. Le jour juste après le jour du mariage, donc le lendemain, Machel arrive chez elle, avec son nouveau mari, avec 2 enfants. Les 2 garçons ont 2 et 4 ans et c'est Logan et Ryan, les enfants qu'elle a eus de son précédent mariage. Le truc, c'est que Gino ne savait absolument pas qu'elle avait eu des enfants, qu'elle avait été mariée avant. Il ne savait rien du tout. Pendant 1 an, pendant toute la durée de leur relation, Machel lui avait tout caché. Elle lui avait rien dit. Elle avait non seulement rien dit, mais elle avait en plus caché comme intentionnellement parce qu'à chaque fois que Gino venait chez elle, elle avait des photos, des cadres de ses enfants et elle les cachait à chaque fois. Elle faisait en sorte de cacher toutes les preuves pour, je sais pas exactement, pour manipuler Gino, lui montrer sa meilleure image possible, on sait pas exactement, mais elle lui a rien dit. Pendant toute une année, Gino pensait dater une fille qui avait jamais été mariée, qui avait jamais eu d'enfant. Et donc le jour du mariage arrive, et là, on sait pas trop pourquoi non plus, mais elle décide de tout révéler, elle s'en fout. Là c'est bon, on est mariés, donc maintenant, let's go quoi. C'est trop fou, il y a aucun moment elle s'est dit, bon, viens, on va s'asseoir autour d'une table et on va discuter, j'ai un truc à te dire. Quand elle est arrivée avec ses deux enfants, elle lui a même pas donné d'explication, quoi. C'était vraiment, hey, salut, c'est moi et mes 2 fils. Alors vous imaginez bien que Gino, lui, il descend de 1000 étages. Il pensait avoir épousé une femme et en fait, c'en est une autre. Je veux dire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Il doute de tout dans la relation. Il pense à la quitter, mais le problème, c'est qu'ils ont un enfant en route. Machel est enceinte de Gino. Et donc, il se sent pas de partir, alors il reste avec elle. Mais très rapidement, en l'espace de quelques semaines, la personnalité de Machel change complètement. Elle passe de cette femme charismatique, confiante en elle, à une femme complètement contrôlante, autoritaire à un niveau abusif. Elle devient violente verbalement, même parfois physiquement. Elle est abusive émotionnellement, elle le manipule. Enfin bref, et il vit un enfer. Il commence à y avoir des choses bizarres qui s'instaurent entre les deux. Elle commence à lui autoriser, puis lui interdire certaines choses. Et en fait, elle le manipule tellement qu'il rentre dans un état d'esprit où il l'écoute. En fait, il sent qu'il n'a plus le choix. Il n'a pas le droit de sortir sans sa permission. Il n'a pas le droit d'aller voir des amis ou de faire telle ou telle chose sans qu'elle approuve. Il doit littéralement faire toutes les tâches ménagères de la maison. Elle décide de tout pour lui. Et après des années d'abus, des années où elle l'a épuisé psychologiquement, il demande enfin le divorce. Et Machel aurait pu être très attristée par ce divorce, aurait pu s'en vouloir, mais elle s'en fout complètement. Elle dit ok, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Elle fait ses valises, elle prend leur fille avec elle et puis elle déménage. Et Gino, il aura absolument pas le droit de voir sa fille. Elle va juste la prendre avec elle et changer d'état, et puis voilà. Pour ce qui est de ses 2 fils, Logan et Ryan, ils vont retourner chez leur père biologique. Donc, elle part faire sa vie en Arizona, à des milliers de kilomètres de Gino, et Gino ne peut plus voir sa fille.
c'est pas un move illégal qu'elle a fait, en fait, elle a eu la garde complète de la fille. On ne sait pas exactement pourquoi non plus, mais Gino n'a plus le droit de la voir. Donc elle redémarre sa vie en Arizona, elle a à peu près 25-26 ans, et elle rencontre un nouvel homme. Très rapidement, là encore, elle se marie avec lui. Avec cet homme-là, elle va avoir une fille, Megan, qui va jouer un rôle très important pour la suite de notre histoire. Donc retenez bien son nom, Megan. Bref, les années passent, on ne sait pas trop à quoi ressemblait leur relation, mais boum, elle divorce à nouveau. Machel a maintenant 30 ans, elle vit avec ses 2 filles biologiques, donc Megan, celle qu'elle vient d'avoir avec le gars, et l'autre fille qu'elle a eue avec Gino. Pour ce qui est de ses 2 fils, je vous le rappelle, ils vivent avec leur père biologique. Ça peut être un peu mêlant, hein, elle a fait pas mal d'enfants sur tout son parcours. Et donc, elle est là dans sa maison en Arizona avec ses 2 filles, et elle a une idée. Dans sa grande maison, elle se dit « Et si je devenais famille d'accueil ? Et si j'accueillais des enfants ? Et si j'en adoptais ?» Et cette idée-là, elle n'est pas motivée par l'envie de materner ou l'envie de faire une bonne action ou ce genre de choses. En fait, elle est motivée parce que ça rapporte de l'argent. Quand tu es famille d'accueil et que, in fine, tu adoptes un enfant, mais même si tu n'adoptes pas l'enfant, eh ben, le gouvernement te verse une somme pour t'aider à subvenir aux besoins de l'enfant. En France, il y a des aides aussi. Dans plein de pays, il y a des aides comme ça. Et Machel, elle ne travaille pas. Alors elle se dit que ce serait une super rentrée d'argent, ce serait vraiment facile. Donc elle s'inscrit dans un organisme qui place des enfants, et évidemment ces enfants placés sont issus de familles avec lesquelles ça se passe assez mal. Il y a de l'abus ou de la maltraitance, ou il y a des choses qui vont pas si ces enfants sont placés. Et c'est vraiment fou dans cette histoire, il y a plein de choses folles qui se passent dans cette histoire, mais quand tu t'inscris dans des organismes comme ça, tu dois tellement montrer patte blanche, tu dois tellement montrer des tonnes de justificatifs et de choses pour montrer que t'es apte à accueillir ces enfants-là. Je comprends pas pourquoi Machel a été acceptée. En tout cas, elle est acceptée et elle commence à recevoir des enfants. Et quand tu reçois des enfants en tant que famille d'accueil, c'est pas forcément pour les adopter. Des fois, tu les reçois pendant 1 an, 3 ans, 6 ans. Des fois, il y a une adoption au bout, mais pas toujours. Et donc, elle accueille un enfant, puis un autre, et l'argent rentre. Et elle est plutôt contente, c'était ça un petit peu l'objectif. L'argent rentre et elle se dit « Ok, c'est un bon business plan ». Les enfants qu'elle recueille ont entre 3 et 12 ans et elle en adopte certains. Donc il y en a certains qui partent, il y a beaucoup d'allées et venues, mais il y en a certains qui restent. Et elle gère vraiment ça comme un business. Des fois, il y a jusqu'à 10 enfants en même temps, c'est vraiment très bruyant, il y a beaucoup d'allées et venues. Et je ne comprends pas pareil pourquoi les organismes l'ont laissé accueillir une dizaine d'enfants comme ça en même temps. C'est trop, c'était une femme seule. Apparemment, le service de protection de l'enfance encadrait bien tout ça. C'est ce qu'ils ont déclaré. Apparemment, il y avait des visites régulières, il y avait des contrôles. Voilà, c'est ce qu'ils ont déclaré. Je vais souvent parler de cet organisme pendant la vidéo. Aux États-Unis, ça s'appelle CPS. Au Canada, ça s'appelle la DPJ, je crois, ou en France, je sais plus. Mais en tout cas, c'est le service de protection de l'enfance. Et son petit business, il est bien rodé. Parce que non seulement elle s'arrange pour avoir un nombre suffisant d'enfants, pour avoir des revenus confortables, mais en plus de ça, elle s'arrange pour que ses enfants ce soit des enfants dont, je cite, personne ne veut. Elle va prendre les enfants qui sont les plus vulnérables, qui ont des handicaps, qui ont des problèmes d'apprentissage, des besoins spéciaux, des problèmes physiques. Elle va vraiment prendre des enfants, c'est terrible à dire, mais qui sont moins facilement adoptables. Parce qu'ils demandent plus d'investissement, de temps, et que tout le monde n'a pas la patience et le temps. Mais ça me brise le cœur parce que ces enfants, justement, c'est ceux-là qui méritaient le plus d'amour, d'attention, et c'est ceux-là qu'elle a choisi. Par exemple, elle a adopté une petite fille qui était complètement aveugle. Il y a un autre enfant qu'elle a adopté qui avait des gros problèmes d'apprentissage. Et les gens du quartier, les gens autour d'elle, pensaient vraiment que Machel, c'était un ange tombé du ciel, quoi. Une femme avec le cœur sur la main, regardez tous ces enfants vulnérables qu'elle adopte et tout ce temps et cette énergie qu'elle investit pour eux. C'était vraiment, Mère Teresa, quoi. Et elle s'arrangeait bien pour que les gens pensent ça d'elle, parce que elle faisait des trucs, des fois, elle prenait les enfants et elle faisait des genres de balades dans le quartier qui ressemblaient à des parades pour montrer à quel point c'était une femme généreuse et regardez tous les enfants que je garde. Et elle marchait avec eux comme ça dans la rue. Et si elle prenait des enfants vulnérables avec des handicaps, tout ça, c'est pas un hasard.
C'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de contrôler ces enfants-là. C'est fou de se dire qu'elle a pensé à ça dans son business plan horrible. Elle a pensé au fait que si c'est des enfants avec des vulnérabilités, elle pourrait avoir une emprise sur eux. Parce qu'elle a vraiment choisi que des enfants comme ça. Et vous allez voir ce qu'elle va faire avec ces enfants-là. Elle les a vraiment ciblés pour ce qu'elle compte faire. Le truc, c'est que plus elle accueillait des enfants, plus elle avait du mal à les contrôler. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ok, mais 10, 12 enfants qui en plus ont des vulnérabilités, des besoins spéciaux, ils courent partout et puis ce sont des enfants. Donc les enfants, déjà de base, c'est un peu turbulent. Pour elle, c'était devenu ingérable. Elle pensait que ce serait plus facile de contrôler les enfants vulnérables, mais en fait, ces enfants-là, ils demandent de l'attention, ils demandent des soins et en fait, ils demandent une vraie maman. Et là, elle est complètement dépassée par les événements, il y a trop d'enfants, elle n'arrive plus à les contrôler. Alors ce qui se passe, c'est qu'elle commence à les négliger. Elle a commencé à les sous-alimenter, à leur donner de moins en moins à manger. Et pourtant, le gouvernement lui donnait une somme pour chaque enfant. Elle recevait de l'argent, elle avait les moyens de leur donner à manger, mais elle leur donnait de moins en moins à manger. Elle, par contre, elle se nourrissait bien. Elle avait un placard rempli de nourriture, mais elle leur donnait pas, elle cuisinait pas pour eux. Elle délaissait aussi leur hygiène, elle achetait quasiment jamais de produits de soins, de produits pour qu'ils puissent se laver, elle achetait quasiment jamais de dentifrice non plus. Elle faisait presque jamais prendre de bain aux enfants les plus jeunes. Les enfants les plus âgés, ils avaient le droit de prendre des douches, mais très rarement. Elle les autorisait très rarement à prendre des douches. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que non seulement elle veut les contrôler en leur interdisant de plus en plus de choses, en contrôlant absolument tous les pans de leur vie, mais en plus de ça, elle cherche à économiser sur presque tout. La nourriture, l'hygiène, l'eau chaude, le chauffage, et c'est les enfants qui trinquent. Et elle, en attendant, elle ramasse tout l'argent du gouvernement, et elle remplit son frigo, et elle s'achète des vêtements, et elle fait sa vie. Et les enfants, eux, ils maigrissent à vue d'œil, ils deviennent de plus en plus sales, ils ont des problèmes de santé. Bref, la situation devient de pire en pire. Et au bout d'un moment, Machel devient violente. Au début, elle est violente verbalement, elle dit vraiment des horreurs à ses enfants, elle les menace, elle les manipule, mais elle devient aussi violente physiquement pour les contrôler davantage et pour faire en sorte qu'ils restent dans les rangs. À chaque fois que les enfants font quelque chose qui ne plaît pas à Machel, elle leur donne littéralement des coups de poing. Elle leur donne des coups de poing, des coups de pied, elle les pousse, elle les pince, elle devient une tortionnaire avec eux dès que les enfants enfreignent les règles. Et ces coups-là, elle les donnait à des enfants aussi jeunes que des enfants de 3 ans. 3 ans, c'est des bébés à 3 ans. Elle se met aussi à les enfermer dans leur chambre pendant des heures, parfois même pendant des jours. Elle a installé des cadenas à l'extérieur des chambres des enfants pour pouvoir les enfermer, qu'ils n'aient aucun moyen de sortir, et des fois elle les laissait dans la chambre tout nus, avec seulement une couche sur eux, mais pas à chaque fois. Et ils n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, ils n'avaient pas le droit de boire, de manger pendant des heures et parfois pendant des jours. Alors, imaginez ces enfants dans ces chambres-là, ils se font dessus. Ils sont couverts d'urine, couverts d'excréments, ils n'ont pas le droit de se laver, ils n'ont pas le droit de manger et ils n'ont pas le droit de boire non plus. Ces enfants-là deviennent sévèrement sous-alimentés, déshydratés, ils sont privés d'eau pendant des fois des jours. Tu peux mourir après 3 jours sans eau, je crois, ou 4 jours. Et voilà, pendant des jours, elle les prive d'eau. Ils sont couverts d'excréments et d'urine, donc ils développent des problèmes de peau. Des problèmes de peau absolument pas traités, ils n'ont pas le droit de se laver. Et je vous le rappelle, ces enfants sont dans le système, dans l'organisme de la protection de l'enfance. Certains de ces enfants ne sont pas encore adoptés, ils sont juste accueillis par Machel et c'est en train de se passer. Je sais pas ce que fait la protection de l'enfance à ce moment-là. Oh, by the way, si je donne pas le nom des enfants ou que je montre pas leur visage, c'est qu'ils sont protégés, donc on peut pas révéler leur identité. Bref, on est en 2010 et à cette époque-là, YouTube explose. Tout le monde consomme YouTube, c'est les débuts et ça va faire que augmenter pendant des années. Moi, j'ai commencé ma chaîne en 2017. Je me souviens, 2015, 2016, 2017, c'était vraiment une période où tout le monde regardait des vidéos YouTube tout le temps. C'était l'époque où on faisait des vidéos très fait maison. On posait la caméra, puis on parlait de nous, de notre vie. Oh, il y avait beaucoup de tutos make-up à l'époque aussi. Et il y avait également beaucoup de chaînes familiales. Et il y avait plein de sortes de chaînes familiales. Il y avait celles qui étaient un petit peu plus pro, où c'est vraiment les parents qui géraient ou parfois même une équipe. Et tu avais les vidéos plus amateurs qui étaient d'ailleurs un peu plus populaires à l'époque. Après, ça a changé.
mais voilà, très fait main, où c'était une caméra embarquée. Des fois, c'est même les enfants qui prenaient la caméra. Et souvent, dans ces vidéos-là, on voyait des scènes de tous les jours, mais aussi beaucoup de jeux, des challenges. On voyait les enfants jouer. Et il y avait vraiment un public pour ça. Et les années passent et les gens voient que tu peux faire de l'argent avec YouTube. Et ça, c'était très nouveau à l'époque. On ne pouvait pas vraiment faire d'argent sur Internet de manière aussi démocratisée. C'est-à-dire qu'on savait qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet, mais là, c'était vraiment à la portée de tout le monde. Donc, c'était assez fou. Et Machel, elle voit ça. Et elle se dit « Oh, attends voir. Moi, depuis quelques années, j'ai un petit business qui roule avec mes enfants, puis l'argent du gouvernement, mais ce truc-là, ça pourrait me rapporter beaucoup d'argent. C'est vrai, j'ai plein d'enfants chez moi à disposition qui font absolument tout ce que je leur demande parce qu'ils sont terrifiés par moi, clairement. Je peux en faire mes petits soldats, je peux faire une usine à enfants youtubeurs. » Et c'est ainsi que naît la terrible chaîne YouTube Fantastic Adventures. Le concept, c'est de montrer les enfants en train de jouer. Les enfants incarnent différents personnages, des héros, des agents secrets, et souvent ils sont dans des missions. Ils doivent sauver un personnage, sauver un autre enfant, ils doivent se rendre d'un point A à un point B, il y a des méchants, voilà, ils vivent des aventures. Très souvent dans ces scènes-là, il y a des pistolets jouets, ils sont très souvent armés de ces petits pistolets genre type Nerf. Et le contenu, il est très très amateur. La caméra, elle est pas très stable, le son est pas de très bonne qualité, mais on voit les enfants dans leur environnement en train de jouer. On voit des effets spéciaux des fois qui sont aussi très amateurs. Mais voilà, c'est le genre de contenu qu'on peut trouver sur YouTube dans d'autres chaînes aussi. Y a vraiment un public pour ça. Ce qu'on retient beaucoup de ces vidéos-là, c'est que les enfants, ils ont l'air très heureux, très joyeux et ils vivent des aventures extraordinaires. Mais ces jeux qui sont mis en scène dans les vidéos, c'est pas des jeux improvisés. Ce sont des jeux qui sont scriptés, ce sont des petites scènes qui sont écrites à l'avance. Machel écrit les scènes, les donne à ses enfants, et les enfants derrière doivent dire leurs lignes, comme des petits acteurs. Et jour après jour, il y a des nouvelles vidéos qui apparaissent sur la chaîne Fantastic Adventures, et on voit à quel point les enfants sont heureux, joyeux, et c'est ce que Machel veut. Elle veut montrer cette façade-là. La vérité est très différente. Ce que vivent les enfants à ce moment-là, c'est qu'ils deviennent littéralement des esclaves pour l'usine à vidéo YouTube de Machel. Cette chaîne-là, ça va monter à la tête de Machel et les violences et ce qu'elle va faire subir aux enfants va drastiquement empirer. Elle se dit « Ok, là mon business il commence à être de plus en plus sérieux, on fait plein de projets, donc maintenant je vais être leur manager / producteur. » Machel, elle se positionne comme la grande directrice de cette usine à vidéo YouTube. Et donc, en tant que grande directrice, elle devient un dictateur, en fait. Elle est assise toute la journée dans son canapé, elle est en train de fumer, et elle donne des ordres à ses enfants, comme ça de loin, en restant assise. Elle fait faire aux enfants tout ce qui lui passe par la tête. Elle ne lève pas un seul orteil. Elle leur demande de faire absolument toutes les tâches ménagères de la maison. Elle leur demande de préparer tous ses repas, de le lui amener à son canapé. Elle demande à ce que les enfants lui préparent ses boissons. Elle demande à se faire masser les pieds. Elle devient leur reine ultime. Les plus grands enfants doivent désormais s'occuper des plus petits enfants. Elle se dédouane de toute responsabilité, elle s'en occupe plus du tout. Et en plus de leur donner tout un tas d'ordres pour faire fonctionner la maison, évidemment, elle les oblige à faire les vidéos YouTube en plus. Elle leur donne régulièrement des scripts, les enfants doivent suivre le script, dire leurs lignes, et si jamais ils se trompent, s'ils oublient des lignes, si ils n'ont pas envie de faire les vidéos, ils sont sévèrement battus. Alors imaginez, on voit ces vidéos YouTube, où on les voit tous joyeux, tous souriants, en train de courir partout, et la vérité c'est que si jamais ils se trompent de ligne, Machel les tabasse. Et puis il y a l'histoire de la chambre verte. La chambre verte, c'est une chambre que Machel a repeinte pour faire des effets spéciaux. Quand tu te mets devant une caméra et que tu es sur un fond vert, ça te permet d'incruster des effets spéciaux dans le fond vert. Donc, elle a mis en place cette pièce pour faire les effets spéciaux pour les vidéos YouTube, mais cette pièce-là, elle devient bien vite une salle de torture. Non seulement ils passent des heures et des heures dans cette salle-là à faire ce que Machel leur demande pour les vidéos YouTube, mais en plus de ça, ça va devenir une salle de punition. Au lieu de les enfermer dans leur chambre comme elle le faisait avant, elle se met à les enfermer dans cette salle-là.
À ce moment de l'histoire, elle les enferme juste pendant quelques heures, mais vous allez voir, ça va empirer. Dans la maison, ça devient un capharnaüm, c'est vraiment sale partout, parce qu'évidemment, elle laisse la gestion de la maison à ses enfants depuis son canapé, mais la maison, elle peut pas rester clean, puis tout va pas fonctionner quand c'est des enfants qui le font, ça marche pas du tout. Mais par contre, il y a 2 endroits qui sont très très clean dans la maison, très propres et très bien rangés, c'est la cuisine et le salon. Pourquoi, me direz-vous? Je pense que vous avez déjà la réponse. C'est parce que ces 2 endroits-là sont les seuls endroits qui sont visibles dans les vidéos YouTube. Donc Machel est pas bête, hein. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Les enfants, ils sont enfermés pendant des heures et des heures dans leur chambre immonde, pleine d'excréments et d'urine. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas le droit de se laver. Mais le jour du tournage des vidéos YouTube, ils se retrouvent dans une cuisine et un salon impeccable, ils doivent sourire et faire comme si tout ça n'avait pas lieu. Et imaginez l'odeur dans cette maison, parce qu'une dizaine d'enfants qui se lavent pas, le sol doit pas être nettoyé, il doit y avoir de la nourriture qui moisit partout. Et les enfants doivent prétendre dans ces vidéos que tout est parfait, qu'ils sont la famille idéale. Et c'est en ça que je trouve que c'est des bons acteurs, ces pauvres enfants, c'est qu'ils montrent qu'ils sont joyeux parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de ce que Machel pourrait leur faire. Et imaginez l'injustice, le sentiment d'injustice pour ces enfants-là, de vivre tout ce quotidien horrible et de devoir montrer cette façade-là, comment ça doit être troublant pour eux. Pourquoi on montre ça quand c'est pas notre quotidien? À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et le truc, c'est que la chronologie, elle est pas claire. Et depuis quelque temps maintenant, Megan, la 2e fille biologique de Machel, elle a déménagé, elle ne vit plus dans la maison. On ne sait pas exactement quand elle est partie, mais elle est partie avant que tout dégénère encore plus. Et devinez qui a emménagé à cette période-là? Logan et Ryan. Les 2 garçons biologiques que Machel avait eus avec le premier homme avec qui elle s'était mariée, Logan et Ryan arrivent chez Machel, ils ont 18 et 20 ans et ils emménagent chez elle. On ne sait absolument pas pourquoi ils ont emménagé à ce moment-là, mais vous allez voir à la fin de l'histoire, on a une piste qui fait beaucoup de sens. Bref, Logan et Ryan, sortis de nulle part, emménagent chez Machel, emménagent à des milliers de kilomètres de là où ils vivaient, et ces 2 garçons-là deviennent ses assistants. Ils sont littéralement les bras droits de la tortionnaire, ils font tout ce qu'elle demande. Ils aident à appliquer les lois, à contrôler les enfants. Tout ce que Machel demande depuis son canapé en train de fumer, les garçons l'appliquent, ils font régner la terreur dans la maison, et les 2 garçons commencent à apparaître dans quelques vidéos, très souvent en tant que méchants. Un coup, ils sont des cambrioleurs, un coup, c'est des monstres, un coup... Voilà, c'est très souvent les méchants. Ces 2 garçons-là, ils n'ont pas grandi dans un environnement abusif. Ils sont restés avec leur père biologique, avec Gino, vous vous souvenez, et ils ont une enfance complètement classique. Et là, maintenant, ce sont 2 adultes, ils ont 18 et 20 ans, ils ont fait le choix de revenir et ils ont fait le choix de participer à l'abus. Ça, c'est vraiment dingue. Ils ont fait le choix conscient de venir participer à tout ça. Bref, tous ces enfants-là subissent tous ces abus, mais ils vont à l'école. Et à l'école, on remarque des choses. On remarque qu'ils sont couverts de bleu, qu'ils sont sales, que leurs vêtements sont en lambeaux. Alors pourquoi les profs ne le signalent pas? Pourquoi personne ne fait rien? Eh bien, en fait, il y a eu des plaintes. Et beaucoup. En avril 2011, une babysitter prévient le département de la protection de l'enfance après avoir entendu les enfants pleurer et crier, je cite, alors que leur mère les avait enfermés dans une chambre à l'aide d'un verrou qu'elle avait installé à l'extérieur de la chambre. Donc là, la babysitter, elle prévient le service de protection de l'enfance en leur disant il y a des enfants captifs dans une chambre avec un système de verrou pensé pour les garder captifs. Et le service de protection de l'enfance fait une enquête et la déclare non concluante. Donc le dossier est fermé. Pas de plainte. En mai 2013, 2 ans après, il y a un des enfants qui dit à son professeur que quand elle rentre de l'école, sa mère la met dans un coin et qu'elle doit supplier pendant des heures et des heures pour avoir le droit de manger et de bouger. Une fois, elle est restée toute une nuit dans le coin, sans avoir le droit de bouger. Pareil, une enquête est menée,
pas concluante. Une semaine plus tard, il y a un rapport fait par l'école où sont les enfants qui dit qu'il y a une des filles qui subit de la négligence depuis au moins 3 ans. La fille en question, c'est celle qui est aveugle, celle dont je vous ai parlé plus tôt. Cette fille-là, elle arrive à l'école tous les jours avec des chaussures en lambeaux qui sont, je cite, 3 tailles trop petites pour elle, et elle a les dents en très mauvais état. Et quand un des professeurs lui a demandé « Mais est-ce que tu te brosses les dents tous les jours? Qu'est-ce qui se passe avec tes dents ?» La petite, elle cache ses dents de honte et elle lui dit que c'est pas de sa faute, c'est sa mère qui lui a retiré sa brosse à dents. La pauvre petite, elle a honte, ses dents sont couvertes de crasse, elle n'a pas le droit de se brosser les dents. Et elle a dit à son professeur, et son professeur l'a rapporté aux autorités. Dans ce rapport, on peut lire que la mère s'implique très rarement dans la vie de cette petite fille, qu'elle s'implique jamais dans son bien-être, dans ses soins. Et on peut lire aussi que la petite a très peur des représailles. Quelques jours après le rapport, le service de protection de l'enfance vient faire une visite, et devinez quoi? Non concluant. Et juste après ça, Machel, elle va retirer sa fille de l'école. Donc là, il y a un rapport de négligence sur une petite fille. Cette petite fille est retirée de l'école, mais c'est pas suspect. Personne ne s'inquiète plus que ça. C'est quand même, c'est quand même marqué culpabilité sur le front de Machel, quoi. Elle a retiré sa fille alors qu'il y a une plainte pour abus contre elle. Mais attendez, c'est pas fini. En août 2014, il y a une plainte émise par la garderie où sont quelques-uns des enfants. La garderie se plaint que les enfants sont couverts d'excréments, d'urine, ils sont sales, ils ont des ampoules infectées et des éruptions cutanées partout. Et là encore, le service de la protection inspecte, fait une enquête, je ne sais pas quel genre d'enquête, mais non concluant. En 2015, il y a des plaintes des enfants eux-mêmes. Il y a un des enfants qui rapporte que Machel lui a jeté une boîte de conserve sur la tête, que l'impact l'a fait saigner sur tout le front, ça lui a laissé une grosse cicatrice. Il y a une des filles de Machel qui a, je cite, un œil au beurre noir, des gros bleus, dont un qui va de son coude à son front. Un autre enfant a un bleu sur le front et sur le bras gauche, des égratignures sur le menton, une coupure à la tête et une horrible éruption cutanée sur les fesses. Il y a une autre fille qui a littéralement l'air de mourir de faim. Elle est tellement affamée qu'elle boit du lait pour bébé en poudre et qu'elle vole de la nourriture à l'école. Pas de suite. L'enquête a eu lieu et il n'y a pas eu de suite. Les enfants demandent de l'aide. Les professeurs, la garderie, les nounous, tout le monde en parle, il y a des signalements et pourtant il n'y a rien qui est fait. Machel, elle continue à garder les enfants, elle continue même à en recevoir des nouveaux. Elle continue à avoir le droit de les adopter. Tout fonctionne comme si de rien n'était. Et Machel, elle commence à être habituée aux visites de la protection de l'enfance, donc elle adopte des petites stratégies. Elle fait attention de bien remplir son garde-manger de nourriture. Elle s'arrange pour ranger avant qu'ils arrivent. Elle a plein de petites méthodes pour montrer sa meilleure façade. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle est au courant qu'elle fait quelque chose de mal. Mais le pire du pire dans tout ça, ça se passe en décembre 2017. Il y a un des garçons de Machel qui vient de vivre une journée d'enfer. Il s'est fait battre et il en peut plus. Et il décide de s'enfuir de la maison. Et il y arrive, il réussit à échapper à Machel et il court de toutes ses forces à travers le quartier. Il veut fuir le plus loin possible de la maison. Machel, qui a totalement confiance en elle, évidemment, puisque de toute évidence, personne ne la sanctionne, elle appelle le 911 pour signaler la disparition de son fils. Donc la police se met aux trousses du petit garçon et il le retrouve tout nu dans une cour en train de frissonner de froid parce qu'on est en décembre, c'est l'hiver, et le petit garçon est traumatisé. Malgré ça, il va réussir à dire à la police ce qui s'est passé, qu'est-ce que Machel lui fait subir au quotidien, et il supplie la police de ne pas la ramener à la maison. Il est très clair sur ce qui s'est passé et ça se voit que l'enfant a été maltraité, il leur dit qu'il est mort de faim et il leur dit que Machel vient de lui mettre de la bombe au poivre dans les yeux. Alors la police emmène directement l'enfant à l'hôpital, bien sûr, vu son état. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils appellent Machel. « Allô, votre fils est à l'hôpital, est-ce que vous voulez venir à son chevet ?» L'enfant vient de leur dire que Machel était son tortionnaire, qu'il était terrorisé à l'idée de la voir, et il l'appelle. Bon, après, c'est son tuteur légal, donc peut-être que la loi les oblige à faire ça. Mais attendez. Donc Machel arrive à l'hôpital, elle arrive au chevet de son fils et on ne sait pas trop ce qui se passe, mais probablement qu'elle doit lui dire attention, si tu parles à la police, ça va très mal aller pour toi. Et donc la police s'entretient avec Machel et en fait il la trouve très charmante et d'ailleurs il le note dans le rapport. Machel est une femme très respectable, charmante, qui a l'air très honnête, donc voilà, tout va bien.
et ils autorisent Machel à reprendre la garde de son fils. Ils posent pas plus de questions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Machel, elle leur a dit « Oh, mon fils, il a des handicaps, il a des petits retards mentaux, il ment souvent, il fait souvent ce genre de choses, faites pas attention. » Et ils l'ont cru. Donc le pauvre petit qui a surmonté sa peur, qui a réussi à s'enfuir, eh ben la police le remet dans les bras de sa tortionnaire. Imaginez pour ce petit garçon et pour tous les autres enfants à quel point ils doivent plus du tout avoir foi en les autorités qui sont censées les protéger, qui sont censées prendre soin d'eux. Je veux dire, tout ce qui tente, que ce soit de rapporter des faits oralement ou s'enfuir ou quoi que ce soit, à chaque fois c'est soldé par un échec. Personne ne les croit. D'ailleurs, Machel prend vraiment bien soin de le leur rappeler ça. Vous savez, personne ne va vous aider, hein, vous êtes seul au monde, vous avez que moi. Donc mentalement, les enfants sont dans une prison. Mais donc, suite à cet événement en décembre 2017, eh bien, il y a quand même un rapport qui a été fait et il y a quelques petites choses dans le rapport qui inquiètent le service de protection de l'enfance. Waouh! Notamment une phrase, la mère garde certains enfants hors de l'école pour que personne ne puisse voir les bleus. 6 jours après que ce rapport ait été émis, la protection de l'enfance vient faire une enquête, mais cette fois-ci, l'agent qui est en charge du dossier fait une enquête un peu plus approfondie. Il va documenter plusieurs preuves très intéressantes. Il va interroger les enfants, se balader dans la maison, prendre des photos. D'ailleurs, certaines de ces photos ont été rendues publiques. Et dans son rapport, il écrit que les enfants disent qu'ils sont enfermés 90% du temps dans un placard. Pas une pièce, pas une chambre, un placard. Il y a un verrou d'installer à l'extérieur, donc ils sont incapables de sortir. Les enfants disent aussi qu'ils ne sont nourris qu'une fois tous les 2 à 3 jours. Machel leur enlève l'accès à l'eau comme forme de punition. Dans ce rapport, il dit aussi que la mère est habituée aux visites de la protection de l'enfance et qu'elle briefe ses enfants et qu'elle leur dit qu'elle les battra si jamais ils ne disent pas exactement ce qu'elle veut. Ce que Machel a dit aux enfants, c'est que si jamais ils disent quoi que ce soit aux autorités, elle va les tuer. Mais elle dit pas juste qu'elle va les tuer comme ça, elle leur donne des détails absolument horribles sur la manière dont elle mettrait fin à leur jour, à des petits-enfants. Il y a un truc très important dans cette histoire qu'il faut que je vous dise, c'est qu'à chaque fois que la protection de l'enfance venait faire des visites, venait faire des enquêtes dans la maison de Machel, eh bien ils appelaient Machel avant. Ils la prévenaient. Tu peux pas contrôler un environnement, voir si tout est sain, si tout est en règle, si tu préviens la personne avec qui ça va pas du tout. Parce que elle a le temps de tout préparer, de nettoyer, de briefer ses enfants, de montrer le meilleur aspect de sa vie. Et à aucun moment, la protection de l'enfance peut contrôler leur quotidien réellement. Et une raison pour laquelle on la prévenait à chaque fois, parce que tous les gens sont pas prévenus comme ça à chaque fois. Il y a une raison, et la raison c'est qu'elle était gentille. En fait, avec les années, elle avait appris à connaître certains des employés et en fait, elle était charmante, agréable et ils s'étaient un peu liés d'amitié. J'ai entendu dans plusieurs rapports qu'elle les manipulait, qu'elle les charmait, mais je suis désolée, pour moi, c'est de la faute des agents. Elle a beau être une manipulatrice experte et réussir à les charmer, leur retourner le cerveau. Normalement, les agents doivent garder une distance et rester professionnels et tu peux pas faire des traitements de faveur comme ça marche pas du tout. La loi, c'est la loi pour moi, surtout quand ça implique des enfants, tu peux pas faire ça. Bref, le rapport est émis, et 6 jours après, le résultat tombe, allégation sans fondement, il n'y aura pas de suite. Ce rapport, ce sera le dernier émis dans cette histoire, il n'y en aura plus aucun, les enfants vont maintenant être totalement livrés à eux-mêmes avec Machel. Après ce dernier incident, ça a encore empiré dans la maison. Elle se met à les pincer jusqu'au sang, ils sont couverts de marques. Elle les prive d'eau et de nourriture pendant 1, 2, 3 jours, parfois même 4 jours. Elle continue régulièrement à menacer de les tuer, à leur trancher la gorge. Elle est très visuelle dans ses menaces. Elle les maltraite également psychologiquement de plus en plus. Elle continue à leur dire qu'ils sont seuls au monde, que personne ne viendra les sauver, que ce sont des moins que rien. Et à côté de ça, je vous le rappelle, elle continue à les forcer à faire des vidéos YouTube, à forcer à rire. À côté de tout ça, imaginez. Les enfants restent murés dans un silence total, ils ne portent plus plainte, ils ne se plaignent plus auprès des professeurs, des gardiens, de plus personne, parce qu'ils y croient plus, tout simplement. On est au printemps 2018 et la chaîne Fantastic Adventure décolle soudainement. Il y a des statistiques sur Social Blade, c'est hallucinant de voir à quel point la chaîne a explosé. Mais elle a vraiment explosé, c'est-à-dire que au début, la chaîne gagnait genre 10, 20 abonnés par jour. Il y a un moment très précis où la chaîne a commencé
à gagner des milliers et des milliers d'abonnés chaque jour. C'est l'algorithme YouTube a commencé à les mettre en avant et ça a pris de plus en plus. Et la chaîne, elle est passée de 10 000 abonnés à 100 000 abonnés en l'espace de quelques semaines. Elle s'est mise à faire des millions de vues chaque semaine. Imaginez, là je suis en train de vous parler d'une croissance qui est assez rare sur YouTube. C'est vraiment, ça s'est fait comme ça. C'est comme si la chaîne avait pas trouvé son public pendant ces quelques années, puis d'un coup, voilà, ça avait explosé. Et quand une vidéo, deux vidéos commencent à exploser, ça apporte du monde sur d'autres vidéos et tout ça crée un effet boule de neige. Et là, ça y est, la machine est lancée pour la chaîne YouTube. Très rapidement, la chaîne accumule plus d'1 million de vues sur chaque vidéo. Moi, personnellement, ma chaîne YouTube, elle fait pas 1 million de vues sur chaque vidéo. On parle d'une chaîne qui devient une référence dans les vidéos familiales. Bientôt, la chaîne cumule 250 millions de vues. Elle atteint 800 000 abonnés. Et donc avec ça, l'argent rentre et il rentre beaucoup. Et Machel, elle est hallucinée de voir tout cet engouement et elle prend une décision, elle retire tous les enfants de l'école. Il y en avait certains qui étaient déjà un peu en dehors du système scolaire, mais là, tous les enfants sont retirés de l'école. Et c'est catastrophique. À ce moment-là, Machel a 7 enfants sous sa garde qui ont entre 6 et 15 ans. La plupart sont adoptés par Machel maintenant. Et c'est horrible parce que l'école, c'était leur seul lien avec le monde extérieur et ça leur permettait de manger à leur faim, de boire comme ils le voulaient. Ils avaient quelques soins aussi, il y avait l'infirmerie et tout ça. Là, ils sont totalement emprisonnés chez eux, ils n'ont plus aucun lien avec l'extérieur. Ils sont censés faire l'école à la maison, mais évidemment, Machel ne leur donne pas les cours, ils sont plus du tout scolarisés. Machel ouvre un compte Instagram pour la chaîne Fantastic Adventure et elle commence à poster des photos de chaque enfant avec des portraits, des biographies, qui parle du parcours de chaque enfant et à quel point ces enfants sont des héros. À quel point ils ont traversé des choses terribles parce qu'il y en a un qui est aveugle, il y en a un qui a telle difficulté, tel handicap et que c'est des petits soldats vaillants. Et si je prends ce ton-là, c'est qu'elle participe à l'enfer qu'ils vivent. Et elle est en train de vanter à quel point ils ont vécu des choses terribles et que c'est des combattants. Elle raconte leur parcours et toutes les choses extraordinaires qu'ils ont fait. Et elle vante leurs qualités, leurs passions et leurs combats. C'est une mine d'or pour elle parce que elle se démarque des autres chaînes YouTube qui font juste du contenu familial classique. Elle a des enfants qui ont des difficultés, c'est attachant, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Mais vous voyez le truc un petit peu de partager la tristesse, les combats, tout ça, ça crée de l'empathie et elle joue là-dessus pour créer plus d'engagement et avoir plus de monde qui commente et qui partage. Et vous vous souvenez, Logan et Ryan, ces 2 fils biologiques, ils sont toujours là. Eux, ils continuent à être les assistants de Machel. Et Machel les emploie pour être monteur vidéo pour une somme de 5 000 $ par mois. Donc Machel, elle fait pas mal d'argent et continue à pas nourrir ses enfants. Machel commence à faire des collabs avec des marques, avec des youtubeurs. Elle fait notamment un partenariat avec une chaîne YouTube qui cumule 9 millions d'abonnés et 5 milliards de vues, Extreme Toys TV. Extreme Toys TV, cette chaîne-là, elle est tenue par 2 adultes, ce sont les parents des enfants, ce sont 2 enfants et leurs parents, et donc ce jour-là, ils collaborent ensemble. C'est juste une vidéo, c'est juste une journée. Les enfants de Machel viennent dans la maison des parents de Extreme Toys TV et ils filment une vidéo tous ensemble. Et beaucoup plus tard, quand cette affaire éclatera, les parents de Extreme Toys TV seront interrogés et on leur demandera évidemment, est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez senti qu'il se passait quelque chose de bizarre? Et les parents, ils n'ont absolument rien vu. Évidemment, ils ont vu les enfants qu'une seule journée, une seule après-midi, mais ils n'ont pas du tout soupçonné quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ont été très affectés d'apprendre tout ça. Ils ont arrêté pendant quelques temps leur chaîne YouTube à cause de ça. Et c'est pour dire à quel point Machel avait une emprise sur les enfants, parce que ces enfants qui vivaient toutes ces horreurs-là, ça se voyait pas du tout quoi quand tu les voyais quelques heures. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais les mois passant et la maltraitance étant de plus en plus sévère, les enfants, ils n'arrivent plus à faire semblant de sourire à la caméra. Ça devient trop dur pour eux. Alors Machel inflige des punitions encore plus sévères. Ah oui, donc vous voulez plus sourire à la caméra et faire ce que je vous dis? On va voir. Machel prend l'horrible habitude de punir les enfants à la bombe au poivre.
Elle l'avait déjà fait, vous vous souvenez, pour le petit garçon qui s'était enfui en décembre 2017, mais c'était un cas isolé. Là, elle a pris l'habitude de les asperger de bombes au poivre sur le corps au complet. Elle insiste plus particulièrement sur les parties génitales des enfants et elle leur interdit de se laver après ça pendant des jours. Donc ils gardent la bombe au poivre sur leur corps et leurs parties génitales pendant des jours et des jours. Ça devait brûler. Machel se met également à pincer les parties génitales des garçons jusqu'à ce qu'elles saignent. Quand ils veulent pas faire les vidéos YouTube, elle leur fait des bains de glace et elle jette les enfants dedans. Souvent, elle prend leur tête et elle les force à plonger leur tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils suffoquent. Et elle les autorise à remonter à la surface juste avant qu'ils se noient. Parfois, elle rajoute du sel dans l'eau du bain glacé parce qu'elle dit que ça rend l'eau plus froide. Pour ce qui est de la chambre verte, ça devient une punition très habituelle. Cette pièce vide qui est juste peinte en verte avec un carrelage super froid devient un lieu de séquestration quotidien. Elle installe des caméras un peu partout dans la chambre et elle va enfermer les enfants, parfois tout seuls, parfois à plusieurs, entièrement nus. Ils n'ont pas de couverture, pas de matelas. Parfois, ils ont des couches, mais parfois pas. Et ils vont rester là-dedans pendant des heures, des jours, très souvent. Ils vont se faire dessus, ils n'auront pas de quoi se réchauffer, pas de quoi dormir, pas de quoi manger ni de boire. Imaginez, ils sont isolés totalement pendant des jours, sans aucun divertissement, sans rien pour subvenir à leurs besoins. Mais parfois, elle va encore augmenter le niveau d'horreur de cette chambre verte, parce que des fois, elle va les obliger à se tenir dans des coins de la pièce, les bras en l'air, des fois juste debout, et elle va les interdire de s'asseoir. Mais pendant des heures et des heures, voire des jours. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas le droit de dormir, pas le droit de bouger. Ils sont statiques comme ça pendant des heures, voire des jours. Évidemment, les enfants, ils tiennent pas, c'est pas humain, donc ils tombent ou alors ils bougent. Et ce qu'elle fait, Machel, c'est qu'elle décide d'installer des caméras dans la chambre verte pour pouvoir les surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si jamais elle regarde les caméras et qu'elle voit qu'ils sont en train de dormir alors qu'elle leur avait interdit, eh ben elle rentre dans la chambre verte et elle les bat. Quand ils sont enfermés à plusieurs dans la chambre verte, ils se blottissent les uns contre les autres pour avoir moins froid parce que le carrelage au sol, il est vraiment très froid, la pièce n'est pas chauffée. Donc voilà, et ça devient leur quotidien. Mais ce qui se passe, c'est que les jours de tournage, eh bien, tout change. Elle leur offre la liberté de circuler partout dans la maison, elle leur propose de se laver, de manger à leur faim. Bref, les jours de tournage, c'était merveilleux. Ils avaient le droit à plein de choses qu'ils n'avaient pas le droit d'habitude. Tout était parfait. Donc, en fait, elle a totalement retourné leur cerveau. Avant, elle les battait pour qu'ils sourient à la caméra et qu'ils soient heureux. Mais maintenant, elle les manipule psychologiquement pour que ces jours-là, ils soient sincèrement heureux. Vous comprenez? Genre, ils étaient vraiment contents de pouvoir enfin manger et boire à leur faim, d'avoir des vêtements chauds, de pouvoir circuler librement, de se laver. Donc leur joie, leur sourire en caméra, ils étaient beaucoup plus sincères. Elle était aussi beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante pendant les jours de tournage. Et puis dès qu'ils avaient tourné les vidéos, bam, elle redevenait la mère tortionnaire, contrôlante et les punitions reprenaient. Et ils étaient à nouveau enfermés pendant des heures et des heures dans leurs excréments, voilà. Elle utilise toutes sortes d'objets pour battre les enfants. Des fois, c'est des cintres, des ceintures, enfin tout ce qui lui passe par la main. Elle se met aussi à leur verser du paprika dans la bouche pour les punir. Des fois, elle les punissait même quand ils faisaient rien du tout. C'était vraiment, ça pouvait arriver n'importe quand. Elle les brûle avec des briquets. Elle utilise aussi des pistolets paralysants sur leurs parties génitales. Et les deux garçons, là, Logan et Ryan, ils sont là pendant tout ce temps. Ils assistent à tout ça et ils font rien, quoi. Bref, on est en 2019 et la chaîne YouTube fait beaucoup d'argent. C'est vraiment une grosse chaîne YouTube. Machel se voit proposer beaucoup de collaborations avec beaucoup de marques et notamment Disney. Carrément Disney qui veut collaborer avec eux. Là, elle voit les choses en grand, quoi. C'est vraiment leur vie qui est en train de changer. Disney lui parle d'un partenariat long terme qu'ils aimeraient faire avec elle. Ça parle d'un contrat avec beaucoup d'argent. Elle a déjà cumulé 2,5 millions de dollars de revenus grâce à sa chaîne. Elle a visité une maison à Los Angeles. Elle compte déménager à Los Angeles, une grosse maison. Bref, elle commence à faire des plans pour que tout ça passe au niveau supérieur. Elle commence à réfléchir à faire en sorte que sa petite usine d'enfants youtubeurs devienne quelque chose de plus gros, de plus sérieux et de plus encadré. Et tout ça aurait pu tourner à la tragédie, même si c'est déjà une tragédie affreuse, mais ça aurait pu tourner de manière catastrophique s'il n'y avait pas eu un événement qui était venu tout changer. Cet événement s'est passé en 2019
Et tout a été causé par Megan, la fille biologique de Machel. Ce jour-là, une des filles de Machel a besoin d'aller voir un dentiste. Habituellement, Machel ne l'aurait jamais laissé aller voir un dentiste, mais là le problème, c'est que ça se voit en caméra. Dans les vidéos YouTube, on voit que ses dents sont vraiment pourries. Donc elle l'autorise à aller voir un dentiste. Mais elle n'a pas envie de l'amener elle-même, donc elle demande à Megan, sa fille biologique, de l'emmener. Il s'avère que Megan, qui a maintenant 19 ans, elle est un petit peu plus souvent à la maison ces derniers mois. Évidemment, elle a déménagé, elle a son appartement, mais elle est là un petit peu plus souvent pour aider sa mère dans les vidéos YouTube. Et ce qui se passe, c'est que Megan, elle est là seulement pendant les jours de tournage, donc elle ne voit que quand les enfants ont à manger à leur faim, peuvent se laver, quand c'est rangé, elle voit que le côté visible de l'iceberg. Donc voilà, Megan emmène la petite au dentiste. Et quand le dentiste se penche sur la dentition de la petite fille, il est super inquiet. Il est genre, c'est quoi cette dentition? C'est pas du tout normal que ses dents soient dans cet état à son âge. Donc il pose des questions, il demande à Megan qu'est-ce qui se passe. Et Megan, elle est un peu surprise par toutes ces questions. Elle s'attendait pas à ce que la dentition de sa sœur soit aussi en mauvais état. Donc elle sait pas quoi répondre, elle répond rien. Mais sur le chemin du retour, quand elle ramène la petite chez elle, elle pose des questions. Elle lui dit, qu'il se passe quoi avec tes dents? Est-ce que tu te brosses les dents tous les jours? Comment maman elle s'occupe de toi? Et la petite, elle craque. Elle fond en larmes et elle parle des abus, de la privation de nourriture, des punitions, de la chambre verte. Elle déballe tout. Megan, elle est choquée, elle s'y attendait pas du tout. Elle, tout ce qu'elle voyait, c'était que tout allait bien, que les enfants étaient heureux. Elle voyait cette chaîne YouTube Successful, où on voyait tous ses frères et sœurs qui étaient tellement épanouis. Là, elle en revient pas, quoi. Et ce qu'elle décide de faire, et je trouve ça tellement génial, c'est qu'elle prend son téléphone et elle se met à filmer les confessions de sa petite sœur comme preuve pour donner à la police. She locks me in a room, doesn't give me a blanket. What kind of room is it? A closet, and it's a tile floor. No carpet, just an empty green room. And she has a lock on it, so we can't get out to have to pee. We have to pee or anything. Et la petite, elle déballe tout, la bombe au poivre, les sévices physiques, les sévices mentaux aussi, tout ce que sa mère lui promet qu'elle va lui faire si jamais elle dit quoi que ce soit aux autorités. Elle n'a pas le droit de manger, pas le droit de boire. Enfin, elle raconte tout ça, elle déverse tout le flot de violence qu'elle subit depuis des années avec ses frères et sœurs. Megan, elle conduit directement vers le poste de police le plus proche et elle monte la vidéo. Et enfin, les agents de police la prennent au sérieux. La police débarque dans la maison de Machel sans prévenir cette fois, et là, c'est la surprise. C'est un des fils qui ouvre, il est tout étonné, qu'est-ce que vous faites là? Il est très surpris, et la police demande si la mère est là, si Machel est là, et il leur dit que oui, elle est à l'étage, rentrez si vous voulez. It's the police department. Why? Hi, Can I help you? I'm Donnie. Oh, I'm sorry. What's going Do you on? mind if I talk to you? Yeah. You want to take the kids downstairs? Yeah, come on, guys. We need to interview all of your kids separately, okay? Okay. Et il voit très vite que quelque chose ne va pas. Il y a du bazar partout. Il y a certains enfants qui sont complètement nus. Il y en a d'autres qui ont des couches sur eux. Ils ont l'air très sales. Il y a une odeur dans la maison qui est absolument dégoûtante. Ils ouvrent les pièces une par une et ils constatent bien qu'il y a des verrous sur certaines portes. C'est vraiment très très louche. Il y a des enfants qui sont enfermés dans leur chambre, qui sont surpris de voir la police arriver. La police a l'air d'interrompre quelque chose là. La police parle un petit peu avec la mère. Elle est très surprise évidemment et elle fait l'innocente. I told you my name's Donnie, all right? To be quite frank with you, we received a report of child neglect. All right, so that's why we're here. Okay. From who? Right now that's irrelevant. Okay. Okay. So this is what's gonna happen. Okay. Just tell me what's going on. We need to interview all of your kids separately. Okay. Okay. Ils vont interroger chacun des enfants séparément et il y a ce moment qui est vraiment dingue qu'il faut absolument que je vous montre. Il y a un agent de police qui prend à part une petite fille, la petite fille de la vidéo qui avait confessé dans la vidéo avec Megan. Il la prend à part dans le garde-manger et il essaye de la mettre en confiance parce qu'elle est terrorisée et il voit bien qu'elle est morte de faim. Alors il lui propose de prendre des chips qui sont derrière elle. Et la petite, elle veut pas. Alors il insiste, il lui dit « mais tu peux avoir confiance en moi, t'inquiète pas ». Et elle refuse de prendre les chips. Et il lui demande pourquoi. Et
Terrorisée, elle répond que si jamais elle mange les chips, sa mère va sentir son haleine. You're safe right now, okay? So we're gonna protect you. Is there anything in here that you want to eat right now while we're waiting? Seriously, anything. Look, you got some chips? No, listen, don't worry about that. She's gonna smell my breath. No, she's not. No, she's not. No, she's not. You're not gonna talk to mom right now. Au bout d'un moment, ils ont donné une bouteille d'eau à un des garçons. Il a bu la bouteille d'eau d'un coup sec et en l'espace de 20 minutes, il a bu 3 bouteilles d'eau. Comme s'il n'avait pas bu pendant des jours. Il avait l'air assoiffé. Ils ont fait tout le tour de la maison, ils ont trouvé plein de choses vraiment anormales comme les bombes au poivre dont la petite fille avait parlé. Donc ça, c'est vraiment des preuves qu'ils ont trouvées. Ils ont trouvé aussi des piles d'argent comptant, des billets de $100 par centaines. Bref, ils ont vraiment pu constater que tous les dires de la petite fille étaient vrais. Suite à ça, les inspecteurs emmènent tous les enfants avec eux pour prendre leur déposition. Et un par un, tous les enfants racontent ce qui leur est arrivé. Et c'est horrible quoi, parce que tous les enfants, les 7 enfants, ont été martyrisés par Machel pendant des années, alors qu'en plus on parle d'enfants, je vous le rappelle, qui sont issus déjà de familles dysfonctionnelles, qui ont déjà vécu des traumatismes. We have to clean, we have to make her food, we have to do everything for her. And every time we get in trouble, she hurts us. I did something wrong and she sprayed me down here. That stuff burns forever. If we do something wrong, she doesn't feed us for like 2 or 3 days. Mom tells me to go and take my clothes off, get a diaper on, and then stand in the corner with my arms up until I get beat. Plusieurs jours passent et pendant ces journées-là, eh bien Machel est autorisée à avoir les enfants au téléphone. Ça c'est dingue, je sais pas pourquoi, mais elle est autorisée à les avoir au téléphone et pendant ces appels-là, elle va continuer à les menacer de les tuer si jamais ils continuent à raconter quoi que ce soit à la police. Elle leur disait au téléphone qu'elle allait les poignarder dans le cou s'ils continuent à parler. Et franchement, on a de la chance parce que les enfants n'ont pas craqué, ils ont continué à parler, ils ont eu beaucoup de courage parce qu'ils auraient très bien pu se dire on va être amenés à la maison et Machel va nous tuer littéralement, mais ils ont continué à raconter et franchement bravo parce qu'ils ont été très courageux. Les agents aussi ont fait un bon travail de les rassurer. Bref, 3 jours plus tard, Machel est enfin arrêtée. Elle est poursuivie pour plusieurs chefs d'accusation, maltraitance, négligence, séquestration et agression sexuelle. Logan et Ryan sont eux aussi arrêtés, ils sont inculpés pour non-assistance à personne en danger. Logan a admis que les enfants étaient enfermés, isolés, mais il a dit qu'il n'était pas au courant pour la bombe au poivre. Apparemment, les 2 frères auraient discuté ensemble de est-ce qu'ils devaient oui ou non dénoncer les abus, et ils auraient décidé d'un commun accord que ce serait mieux de ne pas les dénoncer. Et les autorités ont finalement décidé de libérer les 2 frères. Donc Machel est en détention, les 2 frères sont libres. Je sais vraiment pas pourquoi ils les ont libérés parce que c'était des adultes responsables et ils auraient clairement dû faire quelque chose. Mais comme Machel en fait était tout le temps là, eh bien, la loi ne les a pas déclarés responsables des enfants. Comme ils n'étaient pas tuteurs, ils n'avaient pas de responsabilité vis-à-vis des enfants et que Machel, la responsable légale, était là tout le temps, eh bien, ils n'étaient pas tenus responsables. Machel est en détention et en détention, elle clame son innocence. Et elle dit aux gens « Mais allez voir ma chaîne YouTube !» Allez voir ma chaîne YouTube, vous verrez bien que les enfants sont joyeux, sont heureux, j'ai absolument rien fait. Elle a vraiment confiance, quoi. Les semaines passent et la santé de Machel décline. Elle va faire une attaque cérébrale en prison, elle va avoir une lésion cérébrale et ça lui laisse des séquelles. Et là, le problème, c'est que la question de savoir si oui ou non elle est apte à subir son procès, elle se pose. Et alors que tout ça est en discussion, on est en novembre 2019, Machel meurt de cause naturelle en prison. Ça se passe 8 mois après son arrestation. Elle meurt suite à un arrêt cardiaque en prison. Du coup, Machel ne recevra jamais sa peine et c'est tellement frustrant, je trouve. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les enfants, ils vont pas avoir besoin de revivre tous les traumatismes qu'ils ont vécus. Parce que si le procès avait eu lieu,
les enfants auraient dû s'y rendre, faire face à Machel et témoigner de tout ce qui s'était passé. Donc d'une certaine manière, le service de protection de l'enfance, qui cette fois-ci s'implique dans l'affaire, dit que c'est mieux pour les enfants parce que voilà, ça ne les forcera pas à revivre tout ça. Le truc, c'est que ça laisse plein de questions sans réponse. C'était quoi l'ampleur des abus? À quel point les fils étaient impliqués? Qu'est-ce que Machel a vraiment fait? Ça aurait été aussi intéressant de savoir l'implication, la responsabilité de la protection de l'enfance et des autorités qui n'ont rien fait pendant toutes ces années-là. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de gens qui ont fermé les yeux et il y a quand même eu une sanction. Le service de protection de l'enfance a sanctionné certains des employés impliqués dans l'affaire et la punition, ça a été une suspension pendant 10 heures, sans paye. Les enfants, eux, ils ont été abusés pendant des décennies, ils vont certainement garder ces traumatismes toute leur vie et les employés ont été sanctionnés pendant 10 heures. Et c'est pour ça que je vous disais au début de cette vidéo que cette affaire est très louche et que j'ai été très étonnée de voir très peu de médias en parler. Parce que vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que comme le service de protection de l'enfance et les autorités, la police est impliquée là-dedans et a connu beaucoup de ratés, eh ben, il y a une honte qui vient avec cette affaire-là et on n'ose pas trop en parler. Je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité dans les services compétents et qu'il y a peu de gens qui assument en fait. Il y a cette histoire d'employés du service de protection qui étaient très amis avec Machel, mais je pense que ça va au-delà de ça. Ils étaient embarrassés par cette histoire où il y a eu quelque chose qui fait que les gens ont fermé les yeux. Il y a des tonnes de cas aujourd'hui où tu fais le quart du quart de ce que Machel a fait et c'est terminé, tu peux plus garder d'enfants. Donc c'est louche un petit peu cette histoire-là et je pense que c'est la raison pour laquelle on en parle très très peu parce que c'est un cas énorme. En plus, avec cette histoire de chaîne YouTube, on parle pas d'une petite chaîne YouTube, on parle pas d'une moyenne chaîne YouTube, on parle d'une énorme chaîne YouTube. Surtout pour l'époque, dans les années 2015, 2020, avoir près d'1 million d'abonnés, 250 millions de vues comme ça, c'est vraiment pas rien. Suite à cette histoire, les 7 enfants ont été replacés dans de nouvelles familles, certains ont été séparés, mais voilà, maintenant ils sont en sécurité et ils sont surveillés de près et j'espère qu'ils vont pouvoir se reconstruire. Mais des fois avec plein d'amour, on fait des choses formidables. J'ai vu des histoires de fous d'enfants qui avaient vécu des traumatismes pas possibles et qui étaient tombés dans des familles en or qui les avaient vraiment aidés à se reconstruire, donc j'espère que c'est le cas pour ces enfants-là. Megan, ça a vraiment été une héroïne dans cette histoire d'agir aussi rapidement, puis d'avoir l'idée de filmer sa sœur. C'est la seule qui a vraiment fait quelque chose dans cette histoire au final. Et attendez, j'ai un truc à vous dire de très actuel. En mars 2023, il y a eu du nouveau avec Logan et Ryan, les 2 fils biologiques, les assistants de Machel. Logan et Ryan ont été arrêtés pour agression sexuelle, mais pas des enfants de cette histoire-là, d'autres enfants. Logan, qui a maintenant 31 ans, est poursuivi pour 5 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur mineurs alors qu'il avait 22 ans. À l'époque, sa victime avait 9 ans et il l'aurait agressé sexuellement à de multiples reprises. Ryan, qui a 29 ans aujourd'hui, a été arrêté pour des agressions sexuelles qu'il a commis quand il avait 18 ans. Il est accusé d'avoir agressé une fillette de 6 ans jusqu'à ce qu'elle ait 9 ans. Donc ces agressions ont duré 3 ans. Et comme par hasard, c'est des agressions qui ont eu lieu juste quand Logan et Ryan ont emménagé chez Machel. Donc, est-ce qu'on aurait là un début d'explication de la raison pour laquelle les fils ont emménagé soudainement chez cette mère avec qui ils n'avaient aucun lien ? Eh ben, c'est peut-être la raison. Mais je tiens quand même à préciser qu'à l'heure où je vous parle, ce sont juste des allégations. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de verdict rendu. Donc c'est possible qu'ils soient coupables, mais c'est possible aussi qu'ils soient innocents. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, ils le sont. Mais si jamais ils étaient coupables, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils attendent leur procès. On n'a pas de nouvelles de savoir où ça en est. Mais on saura, à mon avis, dans peut-être quelques mois ou 1 an ou 2. Des fois, ça peut prendre longtemps. Voilà pour la terrible histoire de l'usine à enfants youtubeur de Machel. Pour cette histoire, je me suis beaucoup intéressée à ce que c'était l'adoption, qui étaient ces enfants. Et ces enfants sont, en tout cas dans ce système-là de protection de l'enfance, c'est des enfants qui sont tellement vulnérables et qui ont tellement besoin d'amour et d'attention. C'est terrible ce que Machel a décidé de faire avec ces enfants-là. Je ne sais pas si cette histoire, vous l'avez déjà entendue ou pas. Au moment où j'ai posté cette vidéo, en tout cas, j'ai vu très peu de choses sur ce sujet. Et je pense qu'on devrait en parler vraiment beaucoup plus, que les médias devraient en parler davantage.
parce que ça va peut-être mener aussi à sensibiliser tous ces services autour de l'enfance. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est le moment de vous souhaiter une bonne année. Les gars, je crois que ça fait 2 ans maintenant que cette chaîne est devenue une chaîne True Crime, une chaîne d'histoire. Et j'en profite pour vous dire un gros merci d'être là et de me soutenir dans toute cette aventure. C'est émouvant. Au passage, je vous remets le lien de MyHéritage juste ici. Profitez-en, cliquez sur le lien, ça vous donne 14 jours gratuits. Vous aurez accès à une base de données énorme et des outils vraiment cool. Et vous allez probablement trouver des choses très intéressantes sur votre lignée. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Et voilà, c'est tout, je vais vous laisser. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars cette nuit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye.